Laissez-moi vous dire quelque chose que Hollywood ne veut pas que vous sachiez. Quelque chose que les auteurs de science-fiction ignorent. Quelque chose que les futuristes optimistes balaient comme de simples défis techniques. Le voyage interstellaire, envoyer des humains vers d'autres systèmes stellaires, n'est pas seulement difficile. Ce n'est pas seulement coûteux. Ce n'est pas seulement au-delà de notre technologie actuelle. C'est impossible. Fondamentalement, physiquement impossible. Je ne parle pas d'impossible au sens où on pensait autrefois que le vol plus lourd que l'air était impossible, ou qu'on n'atteindrait jamais la Lune. Je parle d'impossible au sens où les machines à mouvement perpétuel sont impossibles, au sens où voyager plus vite que la lumière est impossible, au sens où les lois de la physique elles-mêmes l'interdisent. Après 50 ans à réfléchir à la physique, à travailler sur la relativité, la mécanique quantique et la cosmologie, j'ai accepté cette dure vérité. Nous sommes coincés ici, sur Terre, dans notre système solaire. Peut-être qu'un jour nous nous étendrons jusqu'aux nuages d'Oort, mais les étoiles, les milliers d'exoplanètes potentiellement habitables que nous avons découvertes, elles pourraient aussi bien se trouver dans des univers différents. Laissez-moi vous expliquer pourquoi, et je vais être précis. Pas de gesticulation vague, pas d'appel à des technologies futures inimaginables, juste de la physique. De la physique dure, froide, impitoyable. Les problèmes fondamentaux sont la distance, l'énergie, le temps et la biologie. Chacun pris isolément est presque insurmontable. Ensemble, ils forment une barrière absolue. Commençons par la distance. Le problème de la distance. Le système stellaire le plus proche de la Terre est Alpha Centauri, à environ 4,37 années-lumière. Cela représente à peu près 41 000 milliards de kilomètres. Pour vous donner une idée, si la Terre avait la taille d'un grain de sable, Alpha Centauri serait à 40 km. Voyager 1, notre vaisseau le plus rapide, se déplace à environ 17 km par seconde par rapport au Soleil. À cette vitesse, il faudrait environ 75 000 ans pour atteindre Alpha Centauri. Ce n'est pas une faute de frappe, 75 000 ans, plus long que toute l'histoire humaine enregistrée. Et Alpha Centauri est l'étoile la plus proche. La distance moyenne entre les étoiles dans notre galaxie est d'environ 5 années-lumière. La plupart des exoplanètes intéressantes que nous avons découvertes sont à 500 ou milliers d'années-lumière. Kepler 186f, l'une des exoplanètes les plus semblables à la Terre découverte, est à 500 années-lumière. À la vitesse de Voyager, l'atteindre prendrait plus de 8 millions d'années. Vous pourriez dire, eh bien, il suffit d'aller plus vite. Oui, évidemment, mais c'est là que la physique devient brutale. Imaginons que nous voulions faire le trajet jusqu'à Alpha Centauri en une vie humaine, disons 50 ans. Cela signifie voyager à environ 10% de la vitesse de la lumière, soit 30 000 km par seconde, environ 1800 fois plus vite que Voyager. Est-ce possible? Regardons les besoins énergétiques. Le problème de l'énergie. L'énergie cinétique d'un objet en mouvement est 1/2 masse multipliée par vitesse au carré. À faible vitesse, c'est gérable, mais à 10% de la vitesse de la lumière, il faut utiliser la formule relativiste qui est encore pire. Soyons conservateurs et supposons que nous envoyons un petit vaisseau, disons 1000 kg. C'est minuscule, à peine assez pour une personne et un support de vie minimal. Sans carburant, car nous le calculerons séparément. L'énergie cinétique nécessaire pour accélérer ce vaisseau de 1000 kg à 10% de la vitesse de la lumière est d'environ 4,5 fois 10 puissance 17 joules, soit 450 pétajoules. Combien cela représente? La consommation énergétique mondiale entière en 2023 était d'environ 600 hexajoules, soit 600 fois 10 puissance 18 joules par an. Accélérer notre minuscule vaisseau consommerait environ 1 sur 1 100 millième de la production énergétique humaine annuelle. C'est l'énergie produite par toute la civilisation humaine, toutes les centrales, toutes les voitures, toutes les ampoules allumées pendant environ 50 minutes juste pour accélérer le vaisseau. Il faut encore le ralentir à l'arrivée, ce qui demande la même énergie, donc le double. 1h40 de toute la production énergétique humaine pour un vaisseau de 1000 kg. Une charge utile plus petite qu'une voiture compacte. Parlons maintenant du carburant. Avec des fusées chimiques, les meilleures que nous ayons, la densité énergétique est pathétique. L'essence contient environ 46 mégajoules par kilogramme. Même les fusées hydrogène-oxygène, meilleures, donnent environ 13 mégajoules par kilogramme.
Pour obtenir 450 pétajoules avec du carburant chimique, il faudrait environ 35 milliards de kilogrammes de carburant, soit 35 millions de tonnes métriques. Pour comparaison, la station internationale a une masse d'environ 450 tonnes. Votre carburant serait 75 000 fois plus massif que l'ISS. Et n'oubliez pas l'équation de la fusée. Plus vous emportez de carburant, plus vous avez de masse à accélérer. Donc il faut plus de carburant, donc plus de masse, dans une spirale exponentielle. Quand on fait le calcul correctement avec l'équation de Tsiolkovsky, on voit que les fusées chimiques ne peuvent tout simplement pas atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Le rapport carburant-charge-voltage devient astronomique. Il faudrait une masse de carburant des milliards de fois supérieure à la masse de l'univers observable. Donc les fusées chimiques, c'est exclu. Et le nucléaire? La propulsion nucléaire. La fission nucléaire libère environ 80 millions de milliards de joules par kilogramme d'uranium-235. C'est environ 1 million de fois mieux que le chimique. La fusion nucléaire, si nous parvenions à la maîtriser efficacement, libère environ 600 millions de milliards de joules par kilogramme de carburant. Prenons la fusion, puisque nous sommes optimistes. Pour obtenir 450 pétajoules, il faudrait environ 750 kg de carburant de fusion. C'est gérable. Ajoutez 750 kg pour le freinage et vous arrivez à 1500 kg de carburant. La masse totale vaisseau plus charge-voltage plus carburant serait de 2500 kg. Bien mieux. Mais il y a un problème. Convertir l'énergie de fusion en poussée dirigée est très difficile. Les conceptions actuelles de réacteurs de fusion sont massives et inefficaces. Elles nécessitent d'énormes bobines magnétiques, des systèmes de refroidissement, des supports structuraux. La masse du réacteur dépasse de loin celle du carburant. Même en imaginant une percée avec un réacteur léger et efficace, un autre problème se pose. Vous n'accélérez pas seulement le carburant, vous accélérez le moteur, la structure, la protection anti-radiation, la charge-voltage. Chaque kilogramme supplémentaire demande plus de carburant. Et parlons de la protection anti-radiation. Une fusée à fusion produit une intense radiation neutronique. Le compartiment équipage a besoin d'une protection lourde. Eau, plomb, polyéthylène, tout cela ajoute de la masse. Des kilogrammes de protection pour chaque kilogramme de charge-voltage. En tenant compte de tout, les ratios de masse redeviennent prohibitifs. On revient à avoir besoin de nombreuses fois la masse de la charge-voltage en carburant et structure. Mais restons optimistes. Imaginons que nous résolvions tout cela. Supposons des moteurs à fusion parfaits avec près de 100% d'efficacité et un surcoût de masse minimale. Pouvons-nous enfin faire le voyage? Pas encore. Car il y a un autre problème énergétique, la poussière interstellaire. L'espace n'est pas vide. Même le presque vide interstellaire contient environ 1 atome par centimètre cube, surtout d'hydrogène. À faible vitesse, c'est négligeable, mais à 10% de la vitesse de la lumière, vous percutez environ 3 milliards de 130 milliards d'atomes d'hydrogène par mètre carré par seconde. Chaque collision transfère de l'énergie. À 10% de C, chaque atome d'hydrogène frappe avec environ 5 keV d'énergie cinétique. Ça ne semble pas énorme, mais multiplié par des billions d'atomes par seconde sur chaque mètre carré de la section frontale du vaisseau. Pour un vaisseau avec une surface frontale de seulement 10 mètres carrés, très petit, vous absorbez environ 2,4 MW en continu. C'est comme avoir 2400 radiateurs de 1 kW allumés en permanence sur le devant du vaisseau. Cette énergie se transforme en chaleur. Elle abîme la coque, elle crée des radiations secondaires. Il faut une protection qui ajoute de la masse, qui demande plus de carburant, ce qui aggrave le problème. Et les atomes d'hydrogène sont le moindre souci. Il y a aussi les grains de poussière. De minuscules particules, surtout carbone et silicate, d'environ 1 micromètre. Il y en a environ 1 par millier de kilomètres cubes. À 10% de la vitesse de la lumière, un grain de 1 microgramme frappe avec environ 45 000 joules, équivalent à 10 grammes de TNT. Chaque grain perce le vaisseau comme une balle hyper véloce. Sur un voyage de 50 ans, le vaisseau balaie environ 20 billions de kilomètres cubes, soit 20 milliards d'impacts potentiels. Même avec une distribution clairsemée, cela fait des millions d'impacts de grains. Il faut une protection lourde ou un champ magnétique massif pour dévier les particules chargées. Les deux ajoutent de la masse, les deux demandent de l'énergie, les deux rendent la mission plus difficile. Les problèmes s'accumulent, mais ça empire encore. Le problème du temps.
Même si nous résolvions miraculeusement les problèmes d'énergie et de protection, même avec des systèmes de propulsion magiques violant tout ce qu'on sait en ingénierie, reste le problème du temps. Un voyage de 50 ans vers Alpha Centauri signifie 50 ans à bord. Mais qui va s'inscrire pour un voyage aller simple de 50 ans vers un système à peine étudié? Vous pensez peut-être à la suspension d'animation ou au sommeil cryogénique. Ce n'est pas de la technologie, c'est de la fantaisie. On ne peut pas congeler et ranimer des humains. Chaque cellule contient de l'eau, et l'eau se dilate en gelant, ce qui déchire les membranes cellulaires. Les dommages sont catastrophiques et irréversibles. Certains chercheurs travaillent sur des états de type hibernation par suppression métabolique. Peut-être, et c'est un gros peut-être, pourrions-nous ralentir le métabolisme d'un facteur 10. Cela ferait paraître 50 ans comme 5 ans pour l'équipage. Toujours une demi-décennie dans un minuscule vaisseau. Et voici le problème plus sombre. Que se passe-t-il sur Terre pendant ces 50 ans? La technologie avance. Si nous arrivons à peine à envoyer un vaisseau à 10% de C en 2100, que sera possible en 2150? Probablement 20 ou 30% de C. Vous lancez votre équipage en 2100. Ils arrivent en 2150. Mais un vaisseau plus rapide lancé en 2125 arrive en 2140. Votre équipage a passé 50 ans à voyager vers une destination déjà atteinte par d'autres partis plus tard. C'est ce qu'on appelle le calcul d'attente, et cela crée une incitation perverse. Il est toujours préférable d'attendre une meilleure technologie que de partir avec la technologie actuelle. Sauf si vous savez que votre technologie est proche des limites théoriques. Ce qui nous ramène à la vitesse de la lumière et au problème ultime du temps, la relativité, la barrière relativiste. Disons que nous voulons rendre le voyage interstellaire raisonnable, quelques années subjectives pour l'équipage. Pour cela, il faut approcher la vitesse de la lumière, disons 90%. À 90% de C, la dilatation du temps devient significative. Le facteur gamma est d'environ 2,3. Cela signifie que pour chaque année à bord, environ 2,3 ans passent sur Terre. Un voyage vers Alpha Centauri, à 90% de C, prendrait environ 4,9 ans temps Terre. Mais grâce à la dilatation, l'équipage ne vivrait qu'environ 2,1 ans. C'est gérable, mais les besoins énergétiques deviennent insensés. L'énergie cinétique relativiste d'un vaisseau de 1000 kg à 90% de C est d'environ 5,8 milliards de joules, soit 58 hexajoules. Presque 10% de la production énergétique mondiale annuelle pour une charge utile de 1000 kg. Pour accélérer 1000 kg à 90% de C avec du carburant de fusion à 100% d'efficacité, il faudrait environ 96 000 kg de carburant. 96 tonnes pour chaque tonne de charge utile. Et le problème des radiations empire. Ces atomes d'hydrogène à 90% de C frappent avec environ 430 keV chacun. Votre vaisseau absorbe maintenant environ 200 MW de la collision avec l'hydrogène interstellaire. C'est la puissance d'une petite centrale nucléaire concentrée sur la face avant. Les grains de poussière deviennent des missiles relativistes. Un grain de 1 microgramme à 90% de C frappe avec 5,8 millions de joules, plus d'1 kg de TNT. Chaque impact est une explosion. Il faudrait mètres d'épaisseur de matériaux denses, ajoutant des milliers de kilogrammes de masse, nécessitant des millions de kilogrammes de carburant. Et on n'a même pas parlé du freinage. Vous avez accéléré à 90% de C, vous avez survécu aux radiations et aux poussières, vous approchez d'Alpha Centauri. Maintenant, il faut ralentir. Sinon, vous traversez le système à 270 000 km par seconde. Le système entier défile en heures. Pas d'orbite, pas d'atterrissage, vous continuez dans le vide. Donc, il faut décélérer, ce qui demande la même énergie. Encore 58 hexajoules, encore 96 tonnes de carburant par tonne de charge utile. Mais voilà le problème. Vous avez dû emporter ce carburant de décélération pendant tout le voyage, donc vous avez dû l'accélérer au départ, donc il fallait plus de carburant pour accélérer le carburant de décélération. L'équation de la fusée frappe encore. Les besoins de carburant explosent vers l'absurde. Des milliers de tonnes pour emporter des centaines de tonnes pour ralentir un vaisseau. Certains proposent des collecteurs magnétiques pour ramasser l'hydrogène interstellaire en route et l'utiliser pour carburant. Le Bussard Ramjet, proposé en 1960. Belle idée, ça ne marche pas. La traînée créée par la collecte de l'hydrogène freine plus que la combustion ne pousse. Vous ralentissez en fait. Les calculs ne fonctionnent pas. Robert Zubrin et Dana Andrews l'ont démontré dans les années 90. D'autres idées, voile laser poussée par des lasers terrestres pour l'accélération, puis voile magnétique pour le freinage en utilisant le vent stellaire.
Ingénieux, mais l'ingénierie est fantastique. Il faudrait des lasers de niveau pétawatt, des voiles de milliers de kilomètres, une stabilité et un contrôle parfait sur des distances d'années-lumière. On quitte la physique pour entrer dans la fantaisie. Le problème biologique. Imaginons que nous ayons résolu tous les problèmes de physique et d'ingénierie. Nous avons un vaisseau qui atteint Alpha Centauri en quelques années vaisseau-temps. Pouvons-nous vraiment envoyer des humains? Non, à cause de la biologie. Le rayonnement cosmique est le tueur. Hors du champ magnétique et de l'atmosphère protectrice de la Terre, vous êtes exposé au rayonnement cosmique galactique et aux particules énergétiques solaires. Ce sont des protons et ions lourds de haute énergie qui traversent les parois du vaisseau comme si de rien n'était. Sur l'ISS, les astronautes reçoivent environ 150 millisieverts par an, environ 50 fois plus que sur Terre. Pour une mission de 6 mois, c'est acceptable. Cela augmente légèrement le risque de cancer, mais reste dans les normes de sécurité. Mais pour un voyage interstellaire, même court de 5 ans, on parle d'au moins 750 millisieverts, probablement bien plus, car vous voyagez dans l'espace interstellaire, loin de l'héliosphère solaire, qui offre un peu de protection. À ces doses, le risque de cancer augmente fortement. Cataracte probable, maladie des radiations possibles, et nous ne comprenons pas pleinement les effets neurologiques à long terme sur le cerveau. La seule façon de se protéger des rayons cosmiques est la masse, des mètres d'eau, de plomb ou de polyéthylène, des milliers de kilos par personne. On revient au problème de masse, de carburant, d'énergie. Et les rayons cosmiques ne sont qu'un problème parmi d'autres. Il y a aussi la perte de densité osseuse en microgravité, 1 à 2% par mois. Après 1 an, les astronautes ont une densité osseuse de niveau ostéoporose. On peut atténuer avec de l'exercice, mais pas éliminer. Atrophie musculaire, même avec un exercice rigoureux, perte de 20 à 30% de masse musculaire sur de longues missions. Problème de vision. Beaucoup d'astronautes développent des changements visuels dus au déplacement de fluide en microgravité. Le mécanisme n'est pas entièrement compris. Suppression du système immunitaire. Les vols spatiaux longs affaiblissent l'immunité, rendant les infections plus dangereuses. Problème psychologique. Isolement, confinement, monotonie, distance de la Terre, tout cela pèse lourd. Les astronautes de l'ISS sont en contact constant avec la Terre et peuvent rentrer en heures si besoin. Un équipage interstellaire serait à des années de chez lui, sans possibilité de sauvetage. Certains problèmes pourraient être résolus avec un vaisseau tournant pour créer une gravité artificielle. Mais la rotation ajoute de la complexité technique, ajoute de la masse, demande de la résistance structurelle. La section rotative doit être grande, au moins 100 mètres de rayon, pour éviter les effets de Coriolis déstabilisants. On revient aux problèmes de masse, d'énergie, d'impossibilité. Les vaisseaux générationnels. Peut-être pensez-vous, on n'en voit pas pour quelques années, on en voit pour des générations. Un vaisseau générationnel, un habitat massif transportant des milliers de personnes qui vivront, se reproduiront et mourront pendant des siècles de voyage. Ce n'est plus de la physique, c'est de la sociologie, de l'écologie, de la génétique, de la psychologie. Et les problèmes sont colossaux. Il faut un système de support de vie en boucle fermée, recyclage parfait de l'air, de l'eau, des nutriments pendant des siècles. Nous ne savons pas faire cela. Nos meilleures expériences en système fermé, comme Biosphère 2, ont échoué à maintenir l'équilibre même sur quelques années. Il faut une diversité génétique, une population fondatrice d'au moins plusieurs centaines de personnes pour éviter la consanguinité, probablement des milliers pour la viabilité à long terme. Il faut de la stabilité sociale. Votre vaisseau est une dictature, nulle part où fuir si la société s'effondre. Comment maintenir l'ordre, la culture, le sens sur des générations de gens qui n'ont pas choisi d'être là ? Il faut de la redondance dans les systèmes critiques. Si le recyclage d'eau tombe en panne, tout le monde meurt. Si le système électrique tombe en panne, tout le monde meurt. Il faut des sauvegardes, des pièces de rechange, des capacités de réparation pour des systèmes qu'on comprend à peine pendant des siècles sans ravitaillement. La masse d'un tel vaisseau serait de millions de tonnes. L'énergie pour l'accélérer serait, je ne veux même pas calculer, une fraction significative de toute l'énergie jamais produite par l'humanité. Et pourquoi ? Envoyer quelques milliers de personnes vers un système stellaire à des décennies ou siècles où ils arriveront comme des primitifs technologiques comparés à ce que la Terre aura développé entre-temps. En supposant que la Terre n'ait sombré pas, que l'humanité n'ait pas disparu ou que nous n'ayons pas découvert le voyage plus rapide que la lumière. Spoiler, on ne le découvrira pas, c'est encore plus impossible.
Les vaisseaux générationnels sont de la fantaisie, une fantaisie séduisante pour la science-fiction, mais de la fantaisie quand même. Destinations alternatives. Vous pourriez dire, d'accord, le voyage interstellaire est impossible pour les humains, mais les sondes, les petits robots. Oui, c'est bien plus plausible. La masse est moindre, les besoins énergétiques gérables, et les robots se fichent des radiations et du temps. Le projet Breakthrough Starshot propose exactement cela. Des vaisseaux centimétriques à voile légère, accélérés à 20% de C par des lasers au sol. Temps de trajet vers Alpha Centauri, environ 20 ans. La physique fonctionne, à peine. L'ingénierie est extraordinairement difficile, mais pas impossible. Les besoins énergétiques sont énormes, mais concevables avec un effort mondial coordonné. Mais ce sont des sondes, pas de la colonisation, pas d'expansion humaine. Elles renverraient des photos, des données, des mesures, merveilleux pour la science, inutiles pour établir une présence. Et c'est aller simple. À 20% de C, pas de freinage. Elles traversent le système Alpha Centauri en jour, caméra cliquant, puis disparaissent à jamais dans le vide. Ou vous pourriez dire, et le système solaire, Mars, les lunes de Jupiter et de Saturne? Oui, c'est atteignable, difficile, coûteux, nécessitant des siècles de développement technologique, mais pas impossible. Mars est à 7 mois, les lunes de Jupiter à quelques années, même le système solaire extérieur est atteignable en décennies. Nous pourrions établir des colonies permanentes sur Mars, des habitats souterrains sur la Lune, des opérations minières dans la ceinture d'astéroïdes, des stations de recherche sur Titan ou Europe. Mais ce n'est pas du voyage interstellaire, c'est rester chez soi. Alpha Centauri pourrait être aussi bien dans une autre dimension pour tout le bien que cela nous fait. La solution au paradoxe de Fermi. Voici ce que la physique du voyage interstellaire nous dit sur le paradoxe de Fermi. Enrico Fermi a demandé « Où sont-ils tous ?» Si la vie intelligente est courante, pourquoi ne voyons-nous aucune preuve d'autres civilisations? Beaucoup de solutions ont été proposées. Peut-être que la vie est rare, peut-être que l'intelligence est rare, peut-être que les civilisations s'autodétruisent, peut-être qu'elles se cachent, peut-être qu'elles sont là et qu'on ne les reconnaît pas, mais il y a une réponse plus simple. La colonisation interstellaire est impossible. Toute civilisation qui évolue, même avancée, heurte le même mur que nous. La physique est universelle, les besoins énergétiques évoluent de la même façon, la vitesse de la lumière est la même partout, les civilisations naissent, s'étendent dans leur système solaire, puis s'arrêtent parce que les étoiles sont trop loin, trop chères à atteindre, trop dangereuses. Nous sommes seuls non parce que nous sommes spéciaux, premiers ou condamnés. Nous sommes seuls parce que tout le monde est seul. Piégé dans son propre système solaire par la tyrannie de la distance et la conservation de l'énergie. C'est la solution au paradoxe de Fermi que suggère la physique et elle est probablement correcte. Les implications philosophiques. Que signifie que nous soyons vraiment coincés ici? Que les étoiles soient inaccessibles non seulement maintenant, mais pour toujours. Cela signifie que la Terre et notre système solaire sont tout ce que nous avons. C'est tout. C'est le domaine de l'humanité. Environ 10 à la puissance 13 km3 d'espace utilisable, si on est généreux et qu'on inclut tout le volume du système solaire jusqu'à la ceinture de Kuiper. Cela signifie que les exoplanètes que nous découvrons, les mondes semblables à la Terre autour d'autres étoiles, sont à jamais hors de portée. Nous pouvons regarder, mesurer, rêver, mais nous ne pourrons jamais y aller. Ils sont morts pour nous. Cela signifie que l'avenir à long terme de l'humanité est entièrement lié à la durée de vie du Soleil et aux ressources de notre système solaire. Nous avons environ 1 milliard d'années avant que la luminosité du Soleil n'augmente assez pour rendre la Terre inhabitable. Peut-être 5 milliards d'années avant que le Soleil ne devienne une géante rouge et n'engloutisse les planètes intérieures. C'est long. Plein-t-il de temps pour que l'humanité prospère, évolue, se transforme en quelque chose d'irreconnaissable, mais c'est fini et local. Cela signifie aussi qu'il faut être plus prudent avec ce que nous avons. Si la Terre n'est pas seulement notre maison, mais notre seule maison possible, s'il n'y a pas de planète de secours ou fuir, si nous détruisons celle-ci, alors la préservation devient primordiale. Changement climatique, guerre nucléaire, effondrement des écosystèmes, risque d'intelligence artificielle, ce ne sont pas seulement des menaces pour notre civilisation actuelle, ce sont des menaces pour la seule civilisation qui pourra jamais exister dans ce coin de la galaxie. Certains trouvent cela déprimant. Moi, je trouve cela clarifiant. Cela recentre l'esprit sur ce qui compte. Nous avons une planète, un système solaire, une chance. Nous devrions en profiter au maximum. Et si j'avais tort? Pour répondre à la question évidente, pourrais-je me tromper sur l'impossibilité du voyage interstellaire? Bien sûr, j'ai déjà eu tort. Tous les physiciens ont eu tort.
L'histoire des sciences est pleine de déclarations confiantes qui se sont révélées fausses. Lord Kelvin a dit que le vol plus lourd que l'air était impossible. Le physicien nucléaire Ernest Rutherford a dit que l'énergie atomique était des foutaises. L'astronome royal Richard Woolley a dit que le voyage spatial était une pure absurdité. Ils se sont tous trompés. Alors peut-être que je me trompe aussi. Mais voici la différence. Ces prédictions reposaient sur une compréhension limitée ou des échecs d'imagination. Elles ne prenaient pas en compte de nouvelles physiques ou percées techniques. Mon argument repose sur des limites fondamentales. La vitesse de la lumière n'est pas une limitation technologique, c'est une caractéristique de l'espace-temps lui-même. La conservation de l'énergie n'est pas un défi d'ingénieur, c'est une loi de la nature. Les distances entre les étoiles ne sont pas un obstacle temporaire, ce sont un fait géométrique de l'univers que nous habitons. Y aurait-il des failles? Pourrions-nous découvrir une nouvelle physique permettant un voyage plus rapide que la lumière? Trous de verre, moteur warp, matière exotique à densité d'énergie négative? Ces choses apparaissent dans les équations de la relativité générale comme des possibilités mathématiques, mais elles exigent des choses que nous n'avons jamais observées et pour lesquelles il y a de bonnes raisons théoriques de penser qu'elles n'existent pas. Les trous de verre exigent de la matière exotique à densité d'énergie négative en quantité dépassant tout ce que la théorie quantique des champs permet. Les moteurs warp exigent des exotiques semblables, plus la capacité à manipuler la courbure de l'espace-temps à une échelle macroscopique avec des énergies dépassant la masse-énergie de planètes. Ce ne sont pas des défis d'ingénieurs, ce sont des exigences pour une physique qui viole tout ce que nous savons. Pourrions-nous manquer quelque chose de fondamental? Bien sûr, peut-être que la gravité quantique révélera de nouvelles possibilités. Peut-être qu'il y a des dimensions additionnelles par lesquelles nous pourrions passer. Peut-être que la conscience peut transcender l'espace de façon que nous ne comprenons pas. Mais baguer sur une physique inconnue pour nous sauver d'une physique connue n'est pas rationnel, c'est du vœu pieux. L'argent intelligent bague sur l'impossibilité du voyage interstellaire. Agissez en conséquence. Conclusion. Je sais que ce n'est pas ce que vous vouliez entendre. La science-fiction nous a habitués à attendre Star Trek, Star Wars, des galaxies pleines de civilisations commerçant, faisant la guerre et explorant. Mais la science-fiction est fiction, la physique est réalité. Et la physique dit que les étoiles sont trop loin, les besoins d'énergie trop extrêmes, les dangers trop grands, les échelles de temps trop longues. Nous sommes illionnaires dans un vaste océan. Nous pouvons voir d'autres îles à l'horizon, ces exoplanètes tournant autour d'étoiles lointaines. Nous pouvons les étudier avec des télescopes, nous pouvons nous demander ce qu'il y a là-bas, mais nous ne pourrons jamais les visiter. Notre île, le système solaire, est assez grande pour un très long avenir. Nous pouvons y construire des habitats partout. Nous pouvons utiliser l'énergie du soleil pendant des milliards d'années. Nous pouvons créer une civilisation riche, complexe et durable. Mais nous le ferons ici, seuls, sans jamais toucher un autre monde orbitant une autre étoile. C'est ce que la physique me dit et après 50 ans d'écouter ce que dit la physique, j'ai appris à lui faire confiance. L'univers est beau, vaste et plein de merveilles, mais la plupart de ces merveilles sont à notre portée. Et nous devons accepter que nous sommes à la maison. Nous l'avons toujours été et nous le serons toujours.